Tant que vous allez vouloir régler les problèmes, en refusant de dire qui fait quoi, vous devenez vous-même une partie du problème. Le fait, l'hypocrisie qu'on veut avoir sur les questions et politiques et foncières, les deux étant d'ailleurs très imbriqués, devient une partie du problème. Si dans la région du centre et du sud ou de l'est, la spoliation qui porte atteinte aux intérêts fondamentaux des populations autochtones est essentiellement due à d'autres autochtones, vous n'allez pas refuser aux Ticares de considérer que la spoliation foncière dont ils sont victimes est due au Bamoun. C'est lui-même qui dit que c'est un conflit entre Bamoun et Tikar. Mais il me refuse de dire que la spoliation foncière dont le littoral est victime est, je le dis et je le répète, ce ne sont pas les Boulous qui prennent des terres dans le camp. Ce ne sont pas les peuples qui prennent les terres dans le Mungo avec l'aide des fonctionnaires corrompus qui eux-mêmes ne sont pas originaires de ces localités. Il est très facile pour un fonctionnaire originaire de l'Est, un sous-préfet, de venir participer à une immatriculation frauduleuse des terres dans le Mungo tout simplement parce qu'il ne se sent pas concerné par les dérives et les conséquences. Il va partir, il va laisser derrière lui un litige qu'un autre sous-préfet, un autre préfet sera chargé de gérer comme il pourra le faire. Cette corruption-là permet à certains groupes organisés, contrairement à ce que je vais entendre, il existe au Cameroun aujourd'hui un comportement qui est une dérive qui va porter lourdement atteinte au vivre ensemble, qui est que des groupes communautaires s'organisent au détriment d'autres groupes. Je reviens sur la question politique qui elle-même est liée à la terre. Est-ce que c'est par hasard que les représentants des peuples autochtones du littoral qui devraient s'asseoir là où le gouvernement s'assoit pour répondre de la manière dont le pays est gouverné, cet endroit s'appelle l'Assemblée nationale. C'est pour rien que les peuples autochtones du littoral sont remplacés progressivement par une et seule communauté. Quand je dis que sur les 19 sièges de députés du littoral, 8 sont originaires, les gens qui occupent ces sièges sont originaires de l'Ouest. Ils ne sont pas originaires de l'Est. Non. Ils ne sont pas originaires, ils ne sont pas des peuples. Ils ne sont pas des Tikars. Ils ne sont pas des Boulous. Ils ne sont pas des Makas. Ils sont des Bamileke. C'est ce qu'ils sont. Si le Pierre n'est pas Tikar, il est Bamileke. Ngancham n'est pas Tikar, il est Bamileke. Il n'est pas là par hasard. Ndjemeni n'est pas Tikar, il n'est pas Boulou. Ndahar Isaac n'était pas Boulou. Etc. etc. Il y a une organisation dans le RDPC, comme dans certains autres partis à connotation tribale, qui veut qu'on fasse jouer le vote communautaire au détriment des populations autochtones. Ça donne quoi? Ça donne que ceux qui peuvent plaider pour les populations autochtones deviennent de moins en moins nombreux dans la représentation nationale où ces choses peuvent être dites et dénoncées et corrigées. Et enfin, on obtient quoi? On obtient des organisations pour revenir sur la question foncière. Le chef du canton Vouri-Bélé, dont j'ai parlé ici, a fait annuler dans son canton 90 titres fonciers qui représentaient à peu près 2000 hectares cumulés. Ces 90 titres fonciers, ce ne sont pas les Boulous qui les détiennent. Ce ne sont pas les Peuls. Ce ne sont pas les Moudans. Il y a bien un problème là-dedans. D'où vient-il que les 90 titres fonciers annulés dans le canton Vouri-Bélé soient détenus par les ressortissants d'une communauté?
Et vous refusez de voir une organisation derrière ce comportement. Voyez donc ce qui vient de se passer maintenant dans le canton Vouri-Wélé. Les gens qui ont fait, ceux qui ont perdu ces 90 titres fonciers, se sont organisés, corruption aidant, pour obtenir que le canton Vouri-Wélé soit partitionné. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on le divise. Depuis 3 ou 4 jours, un arrêté a divisé le canton Vouri-Wélé pour créer un deuxième canton. Et le deuxième canton qu'on a créé, c'est là-dedans que s'étaient domiciliés les 90 titres fonciers annulés. Bien sûr que Mengue a raison d'une certaine manière quand il convoque les élites de la localité. Parce que la partition du canton Vouri-Wélé, c'est la personne qui est devant. C'est une élite de la localité, un ancien recteur d'université qui cherche à se fabriquer un canton où il sera chef de canton. Mais les sponsors de l'opération, ce sont les propriétaires de 90 titres fonciers annulés-ci et ceux qui sont dans la ligne de mire, parce que le canton Vouri-Wélé était aussi en train d'attaquer 200 autres titres fonciers qui ne sont pas des propriétés foncières des Macas de l'Est. Ce ne sont pas les étoiles de la LEC qui sont en train de chercher à faire immatriculer 200 titres fonciers. Tout ça sur des bases complètement frauduleuses, organisées par des sous-préfets qui eux-mêmes, n'étant pas des autochtones de ces localités-là, n'ont cure de tout ce qui pourra se passer demain. Surtout, ils ne pensent pas aux enfants des populations autochtones qui sont en train de faire des enfants. Les gens du camp ne sont pas morts. Ils se reproduisent. Ils font des enfants qui auront eux-mêmes besoin de terre. Si, comme Mengue dit, vous venez des autres contrées du pays, vous venez de l'Ouest, vous vous organisez en bande pour faire des razzias. C'est pour que demain les enfants du camp aillent habiter où? Que eux-mêmes les enfants du camp aillent chercher des terres sur le peuple boulot. J'ai un problème. Est-ce qu'il n'y a que les populations de l'Ouest qui s'en accaparent? Je croyais avoir répondu de façon sibylline à Mengue en disant que si la spoliation foncière... Mengue a parlé tout à l'heure du Sud. Oui, il a dit les gens de l'Ouest. Voilà. Il a dit que je lui dis donc les propres élites. Oui, et je lui dis donc que cette dimension-là est à retenir. Mais chez nous au littoral, les causes ne sont pas les mêmes. On a l'impression, Elimbi Lobé, que vous en faites une fixation. Oui. C'est-à-dire que vous en faites une fixation sur les populations de l'Ouest, alors que le problème foncier doit être posé dans sa valeur. Je ne refuse pas que vous vous asseyez là où vous pouvez pour le poser dans sa globalité, parce que les voies par lesquelles cette dérive se met en place sont les mêmes. J'ai dit la corruption des fonctionnaires. Sauf que si dans le Sud, ce n'est pas un groupe social qui s'organise pour faire cette prédation et que c'est des élites individuellement, dans le littoral, ce n'est pas la même réponse. Ce n'est pas la même cause. Ce n'est pas un Douala qui cherche à prendre des hectares à Yabassi. Très bien. Ceux qui prennent les hectares à Yabassi, le constat est là, sauf si on refuse de voir ce constat. C'est que ce n'est pas par hasard que vous avez dans le Mongo les titres fonciers qui ont été annulés par la lutte de Madame Soba et dans la zone du pays Ballon. Ces titres fonciers-là n'appartenaient pas à des bêtises, c'est ce que je dis. Tous ces titres fonciers appartenaient à des ressortissants d'une même région. Ce qui nous donne l'impression que, ça nous donne l'impression que certains par commodité ou par mercantilisme politique veulent refuser. Ça nous donne l'impression que les gens de cette communauté-là sont organisés pour obtenir cette spoliation foncière. Je continue à poser la question. Pourquoi les conflits fonciers à Douala et dans le Vouri, si vous en avez 10, les 10, dans les 10 là, 9 sont contre les ressortissants de l'Ouest.
Enfin, moi, je n'ai pas fait des Non, tu n'as rien fait, tu n'as pas fait des statistiques, c'est moi qui parle. des statistiques. Oui, c'est moi qui parle. Nous allons le vérifier. Oui. D'accord. Le temps pour moi de passer directement la parole à Pierre Blériot. Mais Pierre Blériot, je ne fais qu'insister que nous posons ce matin un problème fondamental de plus en plus au Cameroun, l'aspect ayant trait au foncier. Alors, préoccupation essentielle pour qu'on soit au même niveau de compréhension. Est-ce que nous devons prendre le problème du foncier au Cameroun en indexant de manière très claire une communauté ou alors certaines communautés, ou alors nous devons prendre l'aspect foncier au Cameroun en faisant une lecture synoptique de la chose? Parfois ici, si nous indexons une communauté ou si nous indexons la problématique foncière à une communauté, nous n'allons pas résoudre le problème. Mais le problème est solvable en lui-même. Vous avez le texte du ministre, le communiqué du ministre. Tout à fait. Il faut le lire calmement. Monsieur Elimbilobe évoque à juste titre la corruption de nos fonctionnaires. Oui. Celle-ci va faire beaucoup de mal à ceux qui ont évidemment mal acquis les terres. Il ne faut pas poser le problème en indiquant une communauté. Si par hasard, une communauté se retrouve majoritaire dans la solution, ce sera son problème. Je veux prendre quelques exemples. Oui. Vous verrez que dans le communiqué, on a demandé d'identifier de façon claire les gens qui ont des propriétés de 50 hectares et au-delà. Parce qu'il faut dire quelque chose de manière un peu technique. Et Limbilo comprend ça et beaucoup d'autres ici. Quand vous demandez une concession, il y a des concessions que le ministre peut signer. Il y a des concessions que seul le chef d'État peut signer. Et il y a tout un encadrement. Des gens ont obtenu des concessions définitives sans avoir fait des mises en valeur. La loi dit que vous ne pouvez pas. Parfait, ici pour les téléspectateurs qui nous suivent. Si Niémec aspire à une concession sur un terrain, il fait une demande de concession provisoire. Il y a une commission qui descend, vient voir le terrain, parfois ici produit un document dans lequel il indique les mises en valeur qu'il fera sur le terrain en question. Lorsque cela est approuvé, on lui donne un délai. La commission reviendra vérifier qu'effectivement ce que Parfait Haïtien avait dit sur les superficies indiquées a été réalisé, et seulement la commission peut maintenant signer et le préfet peuvent lui donner une concession définitive. Mais il y a des gens qui ont des concessions définitives de 200 hectares sur des terrains sur lesquels ils n'ont même pas encore commencé à faire entrer une machette. Du point de vue de la loi, on va leur retirer ces concessions. Ça n'a rien à voir avec la communauté. On va leur retirer ces concessions. Il y en a qui ont cru contourner l'État. Quand on avait dit 50 hectares comme limite, le même individu a produit 10 dossiers. 50, 50, 50. Oui. Il a donc 50 fois 10. Il est donc propriétaire de 500 hectares de terrain sous le mot de la concession. Toutes ces choses doivent être mises en évidence. Et lui-même, c'est peut-être parce qu'il parlait vite. Non, ce n'est pas 1000 francs le mètre carré. Jusqu'à présent, les enquêtes qui ont été menées, c'est que certains terrains ont été achetés à 5 francs le mètre carré. Attends, 5 francs c'est... Oui, 5 francs c'est... En fait, c'est ça. C'est Blériot. Je vous dis... Non, dans les concessions... Non, effectivement, c'est que... Dans les concessions, c'est l'État qui fixe le prix. Alors... 500 francs. 5 francs. Oui. Alors, bon, c'est normal donc que quelqu'un puisse acheter 200 hectares. Mais bien sûr, et on n'a pas prévu, vous voyez, on n'a pas vérifié toutes les garanties qu'on devait vérifier dans le cadre d'une concession. Il y a ce problème qui se pose. Maintenant, revenons sur la question foncière du littoral. Ce qui me gêne avec l'analyse de Libilobe, c'est qu'il ne dégage jamais la part de responsabilité des littoraliens. Si. Non, tu ne la dégages pas. Si. Pas très souvent. Parce que pour que ce discours soit entendu par les gens de bonne foi, seuls les gens de bonne foi vont nous comprendre. Hein. Il y a d'autres qui sont de mauvaise foi. Ils estiment que si on a l'argent, on peut tout acheter. C'est faux. On ne peut pas tout acheter parce qu'on a de l'argent. La conséquence, c'est que si on achète tout avec l'argent, on risque de tout perdre à cause de l'argent. Mais nous devons dégager la responsabilité
de certaines personnes ou de certains groupes ethniques, nous-mêmes, certaines communautés, qui nous sommes octroyés le droit de brader les terres. Quelquefois, les conflits dont ils parlent sont des conflits familiaux. C'est-à-dire un groupe de frères, ou bien tous les frères à un moment donné, ont décidé. Le littoral a attiré beaucoup d'appétit, il faut le dire. C'est la zone du Cameroun la plus... À un moment donné, à Blériot, lorsque vous parlez de brader les terres, est-ce que certaines populations autochtones avaient le choix? Prenons justement les autochtones de Douala, ceux de Yaoundé. La ville est venue les surprendre à un moment donné de leur existence. Conséquence, tout ce qui est arrivé. Alors, c'est peut-être la malchance pour ces personnes d'être nées dans ces zones-là. Non, parfait ici. C'est pour cela que moi je pose le problème différemment. Oui. L'État n'a pas suffisamment protégé ces deux grandes villes. L'État n'a pas suffisamment protégé. Est-ce qu'il ne revient donc pas justement à cet État, faisant probablement le constat de n'avoir pas suffisamment protégé ces autochtones, de se rattraper? Oui, mais parfait, vous savez déjà qu'il y a des gens qui ont maille à partir avec le concept autochtone. Ils disent que ça n'existe pas. Ça existe même dans la Constitution. Non, ça existe partout au monde. Voilà. Partout au monde. Il faut vous balader hors de Yaoundé et Douala pour vivre la réalité de l'autochtonie. On a M. Maïdadi, c'est ça, non? Oui, c'est d'où? Mais l'autochtonie est forte chez vous, non? Absolument. Mais pourquoi on ne peut pas être tous honnêtes pour le dire comme ça? C'est fort ailleurs. Quand vous posez le problème Bamoun Tikar, mais c'est parce que l'autochtonie est forte. Dans un certain nombre de choses, on vous dit par exemple que dans le Noun, le roi est propriétaire de toutes les terres. Willy, tu aimes parler avec les images. Je vais te parler avec les images. C'est très pervers de le dire. Si vous avez 10 enfants à qui vous donnez à manger dans un plat et que vous avez 2 enfants qui sont lents, vous laissez la chose se perdurer parce que les 8 autres mangent très vite, vous allez tuer vos 2 autres enfants. Il faut dire à ceux qui sont gourmands qu'on mange avec politesse. Il faut leur dire que quand on mange en fraternité, parce que la notion de compétition que vous évoquez là ne tient plus compte de la fraternité. Vous voyez, et ceux qui réfléchissent comme ça sont pervers. On ne peut pas dire que si les populations sont arrivées dans le centre ou dans le littoral, parce que c'est des nécessités, parce que ces villes cristallisent beaucoup d'appétit, que la compétition soit sauvage. Parce que, en fait, les nomades, ceux qui bougent, sont souvent sauvages. C'est-à-dire, ils n'ont pas de cœur. Ce n'est pas comme ça qu'il faut concevoir une nation. Être prêt à la compétition. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas vous défendre, on peut tout vous prendre. Bien alors, là, l'État devrait jouer le rôle de régulateur. Dans d'autres circonstances, l'État fixe des quotas qui font que même l'appétit de ceux qui veulent aller à la compétition soit réduit. Vous voyez l'image que je vous présente dans le plat, vous direz donc que, voilà, que chacun mange devant lui-même. Celui qui mange très vite, quand il a fini de manger tout ce qui est devant lui, dépose sa cuillère. Il ne continue pas de manger devant tout le monde. C'est très important. Cette forme de compétition fait en sorte qu'on garantisse un minimum de sentiment social, national. Si on enlève ces garanties-là, nous parlons de Douala et de Yaoundé. Vous êtes du sud. Mais la problématique attend tout le monde dans ces cas-là. Parce que lorsqu'on aura vidé Douala, peut-être que les gens de Douala, qui n'auront donc pas été très prêts à la compétition, auront appris à côté de ceux qui étaient prêts à la compétition. Ils viendront donc dans le sud. Vous montrez ce qu'ils ont appris. Donc, ou alors ce qu'ils ont subi dans le littoral. Non. Parfois, ici, je crois qu'on s'est bien compris. L'État doit garantir des quotas aux populations autochtones dans la représentation nationale. Et c'est très important. Je vais chuter là parce que cette question préoccupe Elimbi Lobé. On ne peut pas dire, et je l'avais déjà démontré ici par le passé, que pour représenter les littoraliens, il y a seulement des gens qui ont la force de la compétition qui parlent au nom des littoraliens. Non, ce n'est pas hygiénique. De même que j'ai dit sur d'autres situations, ce n'est pas hygiénique. Et si des gens organisent une telle perspective, elle n'est pas bonne. Et je sais qu'au fond d'eux, vous savez parfois ici, quelqu'un efface les messages sur un téléphone portable parce qu'il sait que les échanges sont mauvais. S'il y a des gens qui organisent cela, eux-mêmes ressentent
à leur fort intérieur que cela n'est pas hygiénique. Il ne faut pas que les populations autochtones ne se reconnaissent pas totalement dans la représentation nationale.